Les astéroïdes et les comètes sont de la même famille que la Terre. Ils détiennent les secrets de la formation de notre planète. Et peut-être aussi de l'origine de la vie. Il est possible que les astéroïdes et les comètes soient à l'origine d'un certain nombre de formes de vie. Mais si ces corps rocheux sont des bâtisseurs de planètes, ce sont aussi des tueurs. La question n'est pas de savoir s'ils nous frapperont un jour, mais plutôt où et quand. Les comètes et les astéroïdes restent notre ennemi cosmique numéro 1. En même temps, ils pourraient nous procurer des ressources vitales et sauver l'humanité de l'extinction finale. C'est l'été en Californie. Les gens vaquent à leurs occupations et ignorent ce qui se passe au-dessus de leur tête. Sans crier gare, une énorme boule de feu venue de l'espace arrive vers la Terre à toute vitesse, telle une balle de revolver. Le choc provoque un désastre apocalyptique. Non, ce n'est pas un événement réel, mais cela pourrait l'être. À l'Université d'Arizona, le chercheur planétaire Jay Melosh et ses collègues ont développé un site web interactif qui permet d'estimer les conséquences des impacts de comètes et d'astéroïdes. On peut y créer ses propres scénarios catastrophes. À chaque fois qu'on parlait d'un impact aux informations, les journalistes m'appelaient. Ils voulaient savoir ce qui se passerait si un objet assez volumineux tombait sur la Terre. Je me suis dit qu'on pourrait mettre ces informations en ligne pour que chacun trouve la réponse à ces questions. Les visiteurs peuvent recréer sur le site un impact comme celui qui s'est produit il y a plus de 65 millions d'années dans le golfe du Mexique et qui a causé la disparition des dinosaures. Supposons que cet impact, qui a rayé de la carte les dinosaures, ne se soit pas produit dans le Yucatan, mais à Los Angeles. Et tentons de savoir ce qui se serait passé par ricochet à San Francisco. Pour simuler cet événement à Los Angeles, Melosh entre les données suivantes. Diamètre du projectile, vitesse et angle de l'impact, type de l'impact, par exemple eau ou surface rocheuse, et distance de l'impact. Le programme informatique va maintenant nous dire ce que l'on ressentirait ici à San Francisco. J'appuie sur « Calculer les effets ». On verrait cette énorme boule de feu arriver au-dessus du point d'impact. La puissance serait plus importante que celle de tous les arsenaux nucléaires mondiaux réunis. Après l'impact, Los Angeles serait complètement détruite. Ensuite, les morceaux de roche soufflés par l'impact s'élèveraient dans l'atmosphère tels des projectiles, puis retomberaient au-dessus du site. San Francisco serait brûlé et enseveli sous 60 cm de débris. Les structures des autoroutes s'effondreraient. Les bâtiments à plusieurs étages s'écrouleraient. Il vaudrait mieux ne pas être à San Francisco lors d'un impact de cette taille. Ce site interactif peut sembler être un jeu vidéo, mais il s'agit en réalité d'expériences très sérieuses qui montrent à quel point un impact de comète ou d'astéroïde peut être dangereux. Ce n'est pas un dessin animé ou un jeu de simulation.
Les effets d'un impact sont recensés dans les manuels sur les armes nucléaires et connus à travers l'expérience des tremblements de terre. Nous avons fait de notre mieux avec la technologie dont nous disposions pour donner une description exacte de ce qui se passerait. Depuis la nuit des temps, les comètes et les astéroïdes sont des messagers de la mort. En même temps, ils sont aussi porteurs de vie. Il y a 4,5 milliards d'années, notre système solaire ressemblait à un stand de tir cosmique. Des roches entraient en collision et fusionnaient pour former de nouvelles planètes. Après la formation du système solaire, les roches qui restaient dans l'espace sont devenues des débris incontrôlables. Dans le système solaire intérieur, des milliards de ces roches laissées pour compte ont formé la ceinture d'astéroïdes qui tourne autour du Soleil, entre Mars et Jupiter. On pense que la force gravitationnelle de Jupiter était assez grande pour empêcher ces planétésimaux de s'agréger et de former de plus gros objets que nous pourrions considérer alors comme de véritables planètes. On peut donc voir la ceinture d'astéroïdes comme une collection de planètes qui n'ont pu naître. Les astéroïdes sont de forme irrégulière et parsemés de cratères dus aux impacts. Leur diamètre varie de quelques millimètres à des centaines de kilomètres. Comme ils ont été formés en même temps que la Terre, ils contiennent les mêmes éléments de base que ceux que l'on trouve dans notre planète. La chercheuse Amy Mainzer a trouvé des matériaux cosmiques dans une usine de fabrication d'hélicoptères. Les composants de cet hélicoptère sont étonnamment similaires aux éléments constitutifs que nous retrouvons dans différents types d'astéroïdes. Les supports en acier et le bloc de l'engin sont fabriqués la plupart du temps en fer et les panneaux de fibres de verre sont en grande partie faits de silicone et d'oxygène. Et nous avons aussi des feuilles d'aluminium. Certains astéroïdes se différencient aussi en ayant un noyau métallique en acier ferreux, entouré de couches de silicate et une combinaison de différents matériaux dans son enveloppe. Enfin, lorsque l'hélicoptère est assemblé, il vole comme un astéroïde. Et de même que les hélicoptères transportent des gens autour de la Terre, les comètes et les astéroïdes transportent des matériaux à travers notre système solaire. Les astéroïdes sont comme des empreintes cosmiques qui nous donnent des indices sur ce que nous ignorons du passé de la Terre. Les fragments d'astéroïdes qui survivent au choc avec la surface de la Terre sont appelés des météorites. La plupart ont été retrouvés dans des déserts ou des régions polaires, où ces roches sombres sont faciles à repérer. Mike Zolensky du Centre spatial Johnson de la NASA a collecté et analysé des météorites. Plus de 40 000 météorites ont été rapportés de l'Antarctique. Voici 2 météorites dont on pense qu'elles proviennent d'astéroïdes. Celle-ci est une chondrite carbonée et celle-là une chondrite ordinaire. Ce sont les types de météorites les plus répandus parmi celles qui sont tombées jusqu'ici sur Terre. Elles contiennent beaucoup de fer, de magnésium, de silice, des éléments que l'on retrouve sur notre planète. Les astéroïdes nous parlent donc de sa formation. Ils sont comme de petits laboratoires qui nous permettent d'étudier la façon dont les planètes ont évolué à leur début. Les astéroïdes ne sont pas les seuls vestiges de la formation de la Terre. Dans le système solaire extérieur glacial, des vestiges de roches tournent dans la ceinture de Kuiper, juste en dessous de Neptune. On pense que dans le système solaire, la glace et la poussière se sont agrégées en une foule de petits corps dont les orbites ont été perturbées par les planètes géantes. Et elles ont sans doute été ensuite éparpillées dans ce que nous appelons aujourd'hui la ceinture de Kuiper. Autrefois, on pensait que les comètes s'étaient formées plus loin que le Soleil.
et que c'était pour cette raison qu'elle contenait un grand nombre d'éléments volatiles, comme de la glace, de l'eau gelée, du monoxyde de carbone gelé, des éléments organiques, alors que les astéroïdes en comprenaient moins. Ces corps glacés ne sont pas situés uniquement dans la ceinture de Kuiper. Dans sa phase de formation, le Soleil a projeté les comètes vers les zones extérieures du système solaire. C'est ainsi que s'est créé un congélateur de stockage de forme sphérique, connu sous le nom de nuage d'Oort. Le nuage d'Oort se trouve à quelques années-lumière du Soleil. Étrangement, bien qu'il en soit plus éloigné que la ceinture de Kuiper, on pense qu'en fait, il se serait formé à l'intérieur même du système solaire, car certains matériaux trouvés dans les comètes ne peuvent s'être formés qu'en présence d'une chaleur importante. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une comète. On commence par verser de l'eau dans le bol. On y met de l'eau parce que les comètes sont constituées essentiellement de glace. Voilà, c'est fait. On ajoute ensuite quelques cuillères de saleté, car les comètes en contiennent beaucoup. Cette saleté comprend toutes sortes de minéraux contenant des éléments lourds comme le fer. Ensuite, on va ajouter un peu de sirop de maïs. Le sirop de maïs se compose de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, c'est-à-dire de tout ce qu'on trouve dans les comètes. Ensuite, nous mettons un peu de ce nettoyant pour vitres. L'un des principaux ingrédients de ce produit est l'ammoniac, qui est un autre élément chimique présent dans les comètes. Bien, maintenant on mélange tous ces ingrédients dans le bol. Nous sommes prêts à y ajouter de la carboglace. Comme vous pouvez le voir, on congèle tout cela dans ce sac plastique. Parfait. Et voilà, nous avons notre comète. Vous voyez, cela ressemble à une vraie comète. Elle n'est pas tout à fait ronde, plutôt bosselée, burinée et couverte de saleté. Si on prend cette lampe pour représenter le Soleil, on peut observer quels sont les effets de la lumière solaire sur notre comète. Regardez, la chaleur de la lumière provoque l'évaporation des gaz. Donc, lorsqu'une comète se déplace autour du Soleil, la chaleur transforme en vapeur certains éléments organiques volatiles. Et la comète commence à les perdre en une longue queue qui s'étire loin derrière elle. En 1986, la sonde Giotto est la première dont la mission est de photographier le noyau d'une comète. Il s'agit de la comète de Halley, la seule qui passe 2 fois au cours d'une vie humaine et qui soit visible à l'œil nu. La mission révèle que la comète de Halley contient la molécule dont les formes de vie terrestres ont le plus besoin. L'eau. À la suite de cette découverte imprévue, les astronomes commencent à se demander si les comètes, comme les astéroïdes, ne pourraient pas détenir des indices sur la formation de l'eau sur Terre. Et peut-être sur l'origine de la vie. L'eau. Elle couvre plus des 2/3 de la surface terrestre. Elle nourrit les formes de vie végétale et animale, ainsi que les humains. Mais pourrait-elle être venue de l'espace extérieur? À l'origine, les chercheurs pensaient que des comètes glacées avaient fourni la plus grande partie de l'eau terrestre, au cours de la formation du système solaire. Pourtant, de nouvelles recherches laissent entendre que les comètes ne seraient pas à l'origine de cette eau. Les océans sont une combinaison d'H2O, de l'eau normale, et d'H2O, de l'eau lourde, qui contient du deutérium, une variété rare d'hydrogène qui possède un neutron en plus.
Il s'avère que dans les comètes que nous avons observées jusque-là, la proportion de deutérium et d'hydrogène est environ 2 fois plus importante que celle des océans. Ça ne correspond donc pas. Les chercheurs n'ont pas complètement exclu les comètes. Mais les astéroïdes rocheuses pourraient-elles être à l'origine de l'eau sur Terre? Les astéroïdes appelés chondrites carbonés que l'on trouve dans les zones extérieures de la grande ceinture d'astéroïdes ont à peu près le même ratio de deutérium et d'hydrogène que les océans terrestres. Les chondrites carbonés contiennent peut-être moins d'eau lourde que les comètes. Elles se sont formées en présence de températures plus élevées, car elles étaient plus proches du Soleil. La principale source d'eau vient sans doute d'astéroïdes proches de la Terre qui sont entrés en collision avec elle et ont libéré à ce moment-là de grandes quantités de vapeur d'eau qui se sont condensées en eau lorsque les conditions l'ont permis. On a peut-être découvert une autre source possible de l'eau terrestre. Il s'agit de 3 objets étranges situés dans la ceinture d'astéroïdes. Récemment, les scientifiques ont découvert une nouvelle catégorie d'objets passionnants, les comètes de la ceinture principale d'astéroïdes. Ils ressemblent à une comète. Ils ont un noyau entouré d'une chevelure vaporeuse et une longue queue qui s'étire. Mais leurs déplacements orbitaux les maintiennent dans la ceinture d'astéroïdes. C'est donc leur dynamique orbitale qui les fait ressembler à des astéroïdes. Peut-être que l'origine des océans se trouve dans ces astéroïdes, qui possèdent une haute concentration en eau et autres matières organiques. Les chercheurs débattent toujours pour savoir si ce sont les comètes ou les astéroïdes qui auraient apporté l'eau sur Terre. La plus grande question est de savoir s'ils auraient apporté en même temps l'élément essentiel à la vie. Comètes et astéroïdes contiennent tous deux de la matière organique. Tous deux ont heurté la Terre de façon répétée. Ils ont donc certainement apporté de la matière organique. Quelle quantité pouvait bien être dissoute dans l'eau et a donc permis le développement de la vie? Nous ne savons pas. On a découvert plus de 70 types d'acides aminés dans les météorites. Beaucoup sont les éléments constitutifs fondamentaux des protéines qui fabriquent les cellules vivantes. On a trouvé récemment de minuscules globules hydrocarbonés dans plusieurs météorites. Ils seraient les précurseurs parfaits des cellules. On peut imaginer qu'ils soient tombés sur Terre au début de son histoire et aient fourni les éléments tout prêts pour que s'y produisent des réactions organiques. Une autre façon de comprendre si les roches cosmiques ont apporté de l'eau, et donc la vie sur Terre, consiste à collecter de la poussière spatiale. Une centaine de tonnes de comètes et d'astéroïdes microscopiques nous tombent dessus chaque jour. Le High Altitude Aircraft Programme de la NASA, programme de vaisseaux en haute altitude, a collecté des grains de poussière cosmique dans la stratosphère, à plus de 20 km au-dessus du sol. Le vaisseau rassemble des particules microscopiques sur des collecteurs en aérogel, situés sur ses ailes. C'est comme de la cire ou de la paraffine. Les avions volent dans la stratosphère et ces particules s'accumulent petit à petit. L'avion a juste à se balader. Elles sont attrapées dans la paraffine et y restent collées, comme un insecte sur du papier tue-mouche. Ces expérimentations à haute altitude ont révélé que la poussière interplanétaire et la Terre étaient faites des mêmes grains de silicate, qui étaient sans doute présents au début du système solaire. Elles ont donc peut-être contribué à la naissance des premières formes de vie. Les vols à haute altitude ont préparé la NASA à se lancer dans l'une de ses missions les plus ambitieuses. En 1981, les scientifiques ont commencé à chercher à collecter des morceaux d'une comète proche appelée Wild 2, qui se déplaçait dans l'orbite de Mars.
La question fondamentale que nous tentons de poser est la suivante. Wild 2 a-t-elle renfermé un jour de l'eau sous forme liquide? On sait qu'il y avait beaucoup d'eau sous forme de glace, toutes les comètes en contiennent. Mais ont-elles toujours été froides ou se sont-elles réchauffées à l'intérieur pour transformer cette eau gelée en eau liquide? C'est très important car une fois que l'on a de l'eau liquide, on peut avoir d'autres choses, comme la vie. Les chercheurs ont dû faire face à un défi important. Comment le vaisseau pourrait-il collecter les morceaux intacts d'une comète qui file 10 fois plus vite qu'une balle de revolver et qui génère une chaleur incroyable? Imaginez que vous essayiez d'arrêter une balle de revolver pour l'étudier, sans la détruire et sans qu'elle vous détruise. Comment faire? Voilà quel était notre problème. On a fini par utiliser de l'aérogel, une fragile substance poreuse faite de dioxyde de silicone, plus légère qu'une boule de coton, mais qui possède des propriétés thermoisolantes plus fortes que celles d'une fenêtre. Hello, Peter. Welcome to Old Castle Glass. Glad you could make it. Peter Tsu, chercheur à la NASA, a découvert que ce gel pouvait capturer les particules rapides et brûlantes des comètes avec un minimum de dégâts physiques ou chimiques. Vous voyez ce verre? Eh bien, l'aérogel a des propriétés thermoisolantes 100 fois plus performantes. Car le verre est un matériau solide alors que l'aérogel est surtout composé d'air. Par conséquent, il ne conduit pas bien la chaleur et s'avère être un meilleur isolant. J'ai ici un morceau d'aérogel. Et voici des craies. Je vais les mettre dessus. Et je vais utiliser cette torche pour démontrer que lorsque je chauffe ce morceau d'aérogel, il est capable de fournir une isolation si bien que les craies ne fondront pas. Ça brûle, l'aérogel isole et les craies sont toujours intactes. Elles n'ont pas fondu. L'aérogel est peut-être un bon isolant thermique sur Terre, mais tiendra-t-il le coup dans l'espace? Le 2 janvier 2004, Stardust, une sonde spatiale de la NASA, atteignait la comète Wild 2. À l'approche de son nuage de poussière ou de sa chevelure, le vaisseau déployait une raquette en forme de plateau collecteur contenant des morceaux d'aérogel de la taille de glaçons. Le but était de capturer des particules de comète se déplaçant à 22 000 km/h. Lorsque la sonde revint sur Terre, l'ambiance était survoltée au centre spatial Johnson. C'est moi qui ai relevé la raquette. En fait, lorsque je l'ai prise, j'ai eu un peu peur. Et s'il n'y avait rien dedans? J'en transpirais. J'ai tourné autour, puis je l'ai regardé et j'ai vu près de 3 douzaines de particules. Je les apercevais à l'œil nu. Des analyses approfondies des échantillons rapportés par Stardust pourraient un jour révéler que l'eau sur Terre, et peut-être même la vie, a pour origine les comètes. Mais ils ont déjà permis de montrer les incroyables similarités qui existent entre les comètes et les astéroïdes. De nombreuses particules contiennent en abondance des hydrocarbonés qui n'ont pu se former dans le milieu glacial où résident les comètes dans notre système solaire. Nous avons les échantillons d'aérogel venant des raquettes des comètes. Nous pensions pour la plupart que ces grains s'étaient formés loin du Soleil, où était née la comète. Nous avons découvert que certains des grains de la comète se sont sans doute formés juste à côté de la surface du Soleil, par une chaleur de plus de 530 degrés, voire 1000 degrés. Après de nouvelles analyses, les chercheurs se sont posé une question. Est-ce que certaines comètes seraient une mascarade, comme les astéroïdes ? La prochaine mission de la NASA devrait être de s'attaquer à la question. Les astéroïdes
et les comètes étaient autrefois perçus comme des objets cosmiques très différents. Mais ils pourraient être plus proches qu'on ne le pensait. En 2005, la sonde spatiale de la NASA, Deep Impact, lançait un projectile vers le noyau de la comète Tempel 1. Pour la première fois, les chercheurs obtenaient des images et des échantillons de l'intérieur glacé et boueux d'une comète. Nous pensons que le matériau sous la surface est dans son état primitif, datant de la formation de la comète, il y a des milliards d'années. La mission Deep Impact a démontré que certaines comètes imitaient les astéroïdes. Quand une comète a tourné plusieurs fois autour du Soleil, elle perd sa glace et ses composants gazeux. Elle passe à un état latent avec une surface sèche qui ressemble aux chondrites carbonées qui contiennent beaucoup de minéraux porteurs d'eau. Nous regardons maintenant les météorites dont nous avons toujours supposé qu'elles venaient simplement des astéroïdes et nous nous demandons laquelle d'entre elles pourrait venir de comètes. Donc il existe différents types de comètes. Elles ont toutes des histoires particulières, tout comme les astéroïdes. Les comètes et les astéroïdes ont bien plus de choses en commun que leur composition physique et chimique. Toutes deux ont laissé de profondes cicatrices sur la Terre et provoqué plusieurs fois l'anéantissement de la vie. Les Near Earth Objects, ou NEO, objets proches de la Terre, sont des astéroïdes et des comètes dont les orbites les amènent près de celles de la Terre. Dans le cas des astéroïdes, la force gravitationnelle de Jupiter ou la pression de la lumière solaire peut éjecter ces vestiges cosmiques de la ceinture d'astéroïdes. De la même manière, la force gravitationnelle de la planète Neptune peut pousser les comètes hors de la ceinture de Kuiper. On peut observer les cicatrices des impacts d'astéroïdes dans le système solaire. Toutes les planètes terrestres ainsi que les lunes portent les marques de ces chocs, y compris la Terre. Il y a 65 millions d'années, un objet cosmique d'environ 10 km de large s'écrasait dans la péninsule du Yucatan, près du village actuel de Chicxulub, au Mexique. Il développa une énergie cinétique d'environ 800 bombes atomiques, comme celle d'Hiroshima. L'impact creusa dans l'océan un cratère de plus de 180 km de large, 20 fois plus profond que le Grand Canyon. Comme le choc eut lieu en pleine mer, il provoqua des vagues de la taille de celle d'un tsunami qui vinrent s'écraser sur les côtes du golfe du Mexique. Cette énergie et l'éjection de matériaux provenant du cratère furent si importants que les débris en fusion couvrirent toute l'Amérique du Nord. Si cela s'était passé à notre époque, la vie, telle que nous la connaissons, aurait été anéantie. Beaucoup de chercheurs pensent aujourd'hui que cet impact aurait provoqué l'extinction de 75% des espèces animales et végétales terrestres et maritimes, dont les dinosaures. Le géologue planétaire David Kring est l'un des experts les plus éminents en ce qui concerne les impacts d'astéroïdes. Nous savons maintenant que ces impacts n'ont pas seulement un effet géologique en creusant une cavité en forme de bol, mais ils affectent aussi l'environnement, qu'il soit local, régional ou global. En 2001, Kring dirigeait le projet scientifique de forage de Chicxulub, à proximité de l'impact de la péninsule du Yucatan. Kring voulait découvrir la preuve que cet impact avait entraîné des effets climatiques à l'échelle mondiale, et ce en forant jusqu'à la roche datant de cette époque. Ce forage confirma nos doutes. Nous pensions que l'événement avait provoqué une collision avec certaines roches très importantes comme le calcaire et l'anhydrite.
Le calcaire se transformant en vapeur produit du dioxyde de carbone par effet de serre. Et l'anhydrite, lorsqu'il est transformé à l'état de vapeur, produit des pluies d'acide sulfurique. Et cela confirma ce qu'on savait des effets climatiques produits par l'impact de Chicxulub à l'échelle du globe. Le projet révéla également que cet impact avait généré un système hydrothermal qui s'était étendu sur la totalité du cratère. Ces processus ont créé des milieux propices à l'évolution d'une nouvelle vie. L'extinction des dinosaures et de la vie, il y a plus de 65 millions d'années, a créé de nouvelles voies environnementales et écologiques. Les survivants furent donc à même d'évoluer et de saisir ces nouvelles opportunités. L'étape suivante de l'évolution mena à l'espèce humaine. On estime qu'un autre impact, comparable à celui de Chicxulub, s'est produit il y a environ 35 millions d'années. Mais personne ne peut jamais être sûr de rien lorsqu'il s'agit de roches spatiales. Malheureusement, ces événements ne sont pas réglés sur une horloge. Un impact de la taille de celui de Chicxulub pourrait très bien se produire demain. Beaucoup de chercheurs pensent que c'est ce type d'événement qui est à l'origine de l'extinction des dinosaures. Mais on discute encore pour savoir quel type de roche a percuté la Terre. En réalité, nous ne sommes pas certains qu'il s'agisse d'une comète ou d'un astéroïde, bien que certains nombres d'indices nous inclinent vers la deuxième option. Les astéroïdes sont plus nombreux dans le flux de débris qui entrent en collision avec la Terre. Entre 85 et 95% de ces objets proviennent de la ceinture principale d'astéroïdes. Si l'on découvrait qu'une comète est sur une trajectoire qui menace la Terre, il serait sans doute difficile de la détourner ou de la détruire avant qu'elle ne provoque des destructions apocalyptiques. Les NEO, objets proches de la Terre, sont des astéroïdes et des comètes qui croisent l'orbite de la Terre et par conséquent peuvent un jour frapper notre planète. Mais bien que les astéroïdes soient plus nombreux à être entrés en collision avec la Terre, les comètes constituent également une menace. Ces corps glacés issus du système solaire se déplacent 3 fois plus vite que les astéroïdes. Il ne leur faut donc que 9 mois pour aller de l'orbite de Jupiter à celui de la Terre. On ne peut pas planifier des années à l'avance l'impact de la plupart des comètes. On n'entendrait parler d'elles que quelques semaines auparavant ou au mieux quelques mois. Heureusement, Jupiter agit comme un bouclier. Elle dévie la plupart des comètes qui se dirigent droit vers la Terre. Et les chercheurs ont maintenant des images pour le prouver. Entre le 16 et le 22 juillet 1994, les télescopes du monde entier captaient un des chocs de comètes les plus violents de l'histoire de l'humanité. La comète Shoemaker-Levy 9, formée d'une ligne de 21 fragments, s'écrasait sur Jupiter à une vitesse 100 fois plus grande que celle d'une balle de revolver. Comme Jupiter est une planète gazeuse et qu'elle n'a pas de surface solide, les objets furent ralentis par son atmosphère et explosèrent en plein ciel, formant des panaches visibles depuis la Terre. Au laboratoire Sandia d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, le physicien Mark Boslow et ses collègues avaient prévu par simulation informatique que ce spectacle cosmique serait visible de la Terre. Les gens ne s'attendaient pas à ce que cela soit observable, en partie parce que les impacts se produisaient au-delà de l'horizon, au-delà de la face visible de Jupiter depuis la Terre. Nous avons simulé le choc à grande vitesse des fragments avec l'atmosphère de Jupiter et les grands panaches de fumée qui allaient être éjectés dans l'espace. On devait les voir apparaître au-dessus de l'horizon de Jupiter grâce au télescope Hubble. Armé de ce nouveau savoir sur les impacts d'explosions en plein ciel, Boslow se mit à enquêter sur un événement similaire. Le 30 juin 1908, s'était produit en Russie la plus grande catastrophe cosmique jamais enregistrée.
Un objet de taille respectable avait explosé dans la région désertique de la Tunguska, en Sibérie. La déflagration avait entraîné une onde de choc et de chaleur qui avait anéanti 80 millions d'arbres sur une zone de plus de 1200 km². Mais il n'y avait pas de victimes, car la zone était très peu peuplée. Le désastre de la Tunguska a rendu perplexes les chercheurs pendant presque un siècle, car ils ne trouvaient aucun cratère ni aucune météorite. Et beaucoup d'arbres avaient été abattus, mais aucun n'avait brûlé. De nombreux savants finirent par conclure qu'une roche venue de l'espace avait explosé en entrant dans notre atmosphère. Il s'agissait d'une explosion atmosphérique. C'était la seule dont nous ayons connaissance, ce qui la rendait exceptionnelle et très proche de l'impact de Jupiter. Mais en fait, ce phénomène est sans doute plus commun qu'on ne le pensait. À l'origine, on avait calculé que l'astéroïde devait mesurer 60 mètres de diamètre et avoir relâché de 10 à 15 mégatonnes d'énergie, étant donné les dégâts provoqués. Mais aujourd'hui, Boslow pense qu'elle était bien plus petite. Lorsque j'ai fait une simulation avec un impacteur de 15 mégatonnes, la boule de feu qui est sortie de l'explosion est descendue tout droit vers la surface. Cela aurait dû brûler tous les arbres et dévaster toute la région. Or, cela n'a pas été le cas. Les arbres n'ont pas été brûlés. C'est donc que la masse devait être moins importante que ce que l'on pensait jusque-là. Boslow a conçu de nouvelles simulations pour montrer que c'était l'effet dynamique de l'explosion dans le ciel et non la taille de la roche qui avait provoqué la dévastation. J'ai modélisé la façon dont un objet, arrivant selon un angle de 35 degrés vers la Terre, explose lors de sa descente lorsqu'il est à 11-12 km du sol. Il arrive, explose, mais le jet de matière brûlante continue à descendre. Donc ce que vous voyez est l'effet dynamique qui succède à l'explosion. L'effet dynamique, ici, est la vitesse qui continue à porter la masse vers le bas avant qu'elle ralentisse et finisse par s'arrêter. Les nouvelles modélisations de Boslow prennent aussi en compte le fait que le terrain ne soit pas une surface plane. Le souffle de l'explosion a donc été amplifié par les lignes de crête. La rafale est plus forte au sommet de la crête et juste au-dessus. C'est là qu'il y a tendance à avoir le plus d'arbres et donc le plus de dégâts. Les nouvelles recherches de Boslow semblent indiquer qu'il est plus important qu'on ne le pensait de repérer les petits astéroïdes. L'une des conclusions de ce travail, c'est que de petits astéroïdes peuvent créer d'importants dommages au sol. Il ne s'agit pas de savoir si un autre objet frappera la Terre, mais quand. On estime que cela se produit tous les 500 ans. Et la planète étant de plus en plus peuplée, un tel choc pourrait être dramatique. Les collisions d'astéroïdes et de comètes n'appartiennent pas au passé. Elles sont toujours à l'ordre du jour et pourraient un jour affecter sérieusement la vie sur Terre. Croyez-le ou non, la Terre est frappée chaque jour par une roche spatiale de la taille d'un ballon de foot. On ne voit pas la plupart d'entre elles. Mais en 1992, une vidéo amateur a capté un flash de météorite dans le ciel nocturne. Celle-ci s'est peut-être écrasée sur l'arrière d'une voiture dans la banlieue de New York. Les chances d'être frappé par une petite ou même une grosse météorite sont infimes. Mais les dégâts potentiels obligent la NASA à rester en état d'alerte. Mandatée par le Congrès, la NASA doit détecter plus de 90% des néos de plus de 800 mètres. Car ces roches pourraient frapper la Terre avec une puissance plus grande que toutes les armes nucléaires que nous détenons aujourd'hui. L'astéroïde proche de la Terre le plus dangereux se nomme Apophis. Il est de la taille d'un grand pâté de maison. Cette roche spatiale passera très près de la Terre le 13 avril 2029. Apophis a une chance sur 45 000 d'entrer en collision avec la Terre. Nous sommes donc concernés, même si la probabilité est très faible.
Apophis n'est pas aussi gros qu'un astéroïde, mais s'il s'écrasait sur une ville, il l'anéantirait. La probabilité est faible, mais elle n'est pas nulle. Je pense qu'une bonne idée serait d'y placer un transpondeur. On pourrait ainsi le suivre précisément et savoir s'il constitue ou non une menace. Les chercheurs développent à l'heure actuelle des techniques pour détruire un astéroïde proche de la Terre, comme Apophis, ou au moins l'empêcher de causer des dommages. Mais si les comètes et les astéroïdes peuvent menacer notre vie, ils pourraient aussi nous être précieux. Avec cette technologie, nous pouvons aussi avoir accès à ces astéroïdes pour d'autres usages. Par exemple, pour en extraire des matériaux et les rapporter sur Terre. Le chercheur planétaire John Lewis a passé sa carrière à mettre au point des méthodes pour extraire les ressources spatiales. Il dit que les astéroïdes proches de la Terre permettraient de prélever de grandes quantités de métal, de minéraux et de la glace, destinés à la planète et à de futures missions et habitats spatiaux. J'ai toujours envisagé de ramener sur Terre les ressources spatiales. On pourrait extraire de l'eau qui permet d'entretenir la vie. Nous la buvons. Elle permet aussi de produire de l'électricité. On peut y plonger des électrodes, la transformer en hydrogène et en oxygène, qui peut devenir le carburant de propulsion pour ramener une fusée sur la planète. Parmi les nombreux composants de valeur que renferment les astéroïdes, on trouve du nickel et des métaux très précieux comme le cobalt ou le platine. Ils pourraient être extraits et permettre de construire toutes sortes de choses. Lewis imagine qu'on pourrait construire des installations en orbite autour de la Terre afin d'extraire et de produire en permanence de l'énergie. Mon concept, c'est que beaucoup de ces matières structurelles pourraient être utilisées pour mettre en place des satellites solaires et produire ainsi des quantités illimitées d'électricité propre à bas prix. Donc, on produirait de l'énergie et ensuite on l'enverrait sur Terre. Se poser sur un astéroïde n'est pas entièrement de la science-fiction. En 2001, la sonde Near Earth Asteroid Rendez-vous, connue sous le nom de NEAR, fut le premier vaisseau spatial à se poser sur un astéroïde, Eros, à 300 millions de kilomètres de la Terre. Nous avons réussi plusieurs missions sur les astéroïdes proches de la Terre ces dernières années. Il semble que ces objets soient accessibles et que l'on puisse s'y rendre facilement pour prélever des échantillons et les étudier. Les comètes et les astéroïdes ont eu des relations tumultueuses avec la Terre. Ils ont été créateurs et destructeurs. Ils pourraient même un jour prendre le relais de nos ressources qui s'appauvrissent. Bien que la probabilité d'assister à de nouvelles collisions soit plus faible que d'avoir un accident de voiture ou d'être frappé par la foudre, la menace plane toujours sur notre planète. Devrions-nous craindre que des comètes ou des astéroïdes frappent un jour la Terre? Disons seulement qu'il pourrait en effet se produire une collision au cours des 10 prochains siècles. Mais si la menace n'est pas assez forte pour que vous souscriviez une assurance contre les astéroïdes, nous devons pourtant être vigilants. Nous savons qu'au cours de l'histoire, la Terre a été bombardée par les astéroïdes. Il ne fait aucun doute que cela se reproduira. La question n'est pas de savoir si cela se reproduira, mais quand et où.